TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir, nombreux rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La côte togolaise doit être débarrassée de tout encombrement pour attirer plus d'opérateurs économiques. C'est cette tâche que se sont assignés la direction des affaires maritimes et la préfecture maritime. Pourquoi ce processus? Vous aurez les réponses dans ce journal. Et puis ouverture ce matin du deuxième colloque international littérature et paix à l'université de Lomé. Les universitaires et experts vont parler de justice créatrice, de droits humains et de la responsabilité sociale. À suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Le communiqué sanctionnant le Conseil est présenté par professeur Akoda Iwadan, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Communiqué du Conseil des ministres du 24 février 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour à la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi et écouté 2 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné les modifications additionnelles apportées à la loi du 29 décembre 2020 portant Code du travail. En effet, dans le but de renforcer la modernisation des relations sociales, le gouvernement a souhaité apporter des modifications additionnelles, notamment quant aux conditions et modalités de création des organisations syndicales, ainsi qu'à l'exercice du droit de grève. Ces propositions de modification visent à promouvoir davantage le dialogue social et l'esprit de compromis au sein des entreprises ou secteurs d'activité. De plus, elle favorise le développement d'un syndicalisme plus responsable afin de préserver le droit des salariés, l'activité économique et les emplois. Au titre des communications, le Conseil a entendu une communication relative à la ratification de la Convention de 2010 sur les dommages liés au transport en mer de substances nocives et dangereuses, SNPD, présentée par le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. La Convention SNPD innove en instituant un régime à 2 niveaux pour les indemnités versées à la suite de sinistres en mer portant sur des substances nocives et potentiellement dangereuses. Le premier niveau est constitué par une assurance obligatoire contractée par les propriétaires de navires. Lorsque l'assurance ne s'applique pas à un sinistre ou est insuffisante pour couvrir les demandes d'indemnisation, un second niveau d'indemnisation sera assuré par un fonds d'indemnisation constitué par des contributions versées par les réceptionnaires de la SNPD. Ainsi, la ratification de cette convention permettra aux victimes d'un sinistre lié à ce type de transport d'être indemnisées de façon complète, y compris au plan international. Le Conseil a ensuite écouté une seconde communication relative au lancement officiel le 26 février prochain des travaux de forage du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions de la Kara et des Savanes, PASCO 2. Cette communication a été présentée par le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise. D'un coût global de 6,58 milliards de francs CFA, le projet contribuera à l'atteinte des objectifs de la feuille de route du gouvernement en faisant passer le taux de couverture en eau potable en milieu rural de 77%
à 85% dans les régions de la Kara et de 67% à 72% dans la région des Savanes. Fait à Lomé le 24 février 2021, le Conseil des ministres. Et après le compte-rendu des travaux, le ministre Aïwadan était face aux professionnels des médias pour donner plus d'explications sur les grands sujets évoqués en Conseil des ministres du jour. L'une des questions portait sur ce que la modification du Code du travail va changer dans le quotidien des Togolais, mais également dans le monde du syndicalisme. Suivons les éléments de réponse dans cet extrait. La question syndicale a été au cœur de l'actualité dans notre pays. Et cette actualité a justifié cette relecture en vue d'apporter des modifications additionnelles, puisque le texte en lui-même permettait une application immédiate. Mais attention, on s'est heurté à des incompréhensions qui imposaient tout simplement d'apporter quelques éléments afin de clarifier des points qui pouvaient paraître sombres. La liberté syndicale est rappelée et elle n'est pas négociable. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de donner un cadre qui évite des discussions inutiles. Il y avait beaucoup de non-dits dans le texte, beaucoup de zones d'ombre. Ces zones d'ombre sont tout simplement clarifiées afin que l'exercice de la liberté syndicale puisse se faire dans les règles de l'art. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse animée par le porte-parole du gouvernement juste après le compte rendu du Conseil des ministres. Donc, vous suivrez l'intégralité de ce point de presse en fin d'édition. Faire du Togo un hub logistique de premier ordre en Afrique, c'est l'ambition définie par les premiers responsables du pays dans l'axe 1 du plan national de développement. Et pour ce faire, la côte togolaise doit être libérée de tout objet encombrant afin de faciliter le trafic maritime et booster l'économie bleue. Eh bien, la direction des affaires maritimes, conjointement avec la préfecture maritime, dans un communiqué, invite les opérateurs économiques et sociétés propriétaires des épaves sous-marines à procéder à leur enlèvement dans un bref délai. Pourquoi cela et qu'est-ce que cela implique concrètement? Les réponses dans ce dossier signé Ulrich Amega avec la voix de Abidé Nyazingbe. Sur des kilomètres au large de la côte togolaise se dressent des épaves sous-marines. La zone sous-marine portuaire du Togo ressemble depuis quelque temps à un cimetière de bateaux où se reposent des bâtiments, des débris et marchandises, ainsi que des embarcations abandonnées en état d'innavigabilité. Ce qui constitue une entrave à l'exploitation de la zone, un vrai danger pour les populations et pour la sécurité des manœuvres portuaires. Dans un communiqué conjoint datant du 18 février dernier, la Direction des affaires maritimes et la préfecture maritime invitent à procéder d'urgence à l'enlèvement des 10 épaves. Et pour cause. C'est des objets qui ne sont pas des navires, mais qui sont des objets morts qui se retrouvent dans les eaux. Ils pourraient être volontairement abandonnés ou ils pourraient aussi provenir d'accidents de mer. Ça porte ou transporte des substances dangereuses telles que les hydrocarbures ou même leurs constituants en tant que navire peut comporter des substances nocives, nocives pour la vie des ressources marines. Et vous comprenez par là que ces ressources marines sont bien utilisées par l'homme. Un navire qui approche la côte togolaise pourrait voir ses hélices endommagées. Ça constitue donc une obstruction aux activités maritimes et portuaires. Une chose est de pouvoir détecter, l'autre est d'arriver à identifier. Le problème se pose à plusieurs niveaux, mais les dispositions législatives et réglementaires sont bien claires sur la question. Les épaves ne proviennent pas seulement des navires battant pavillon togolais. Donc, soit l'accident de mer ou l'abandon est survenu sur la mer territoriale togolaise, ou alors sur la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un pays étranger. Et donc, par les phénomènes océanographiques
ces épaves pouvaient se transporter dans les eaux togolaises. La procédure dit au niveau de l'article 202 du Code de la marine marchande, bien sûr, que tout propriétaire qui a l'intention de procéder à l'enlèvement de son épave est tenu d'en informer ou de saisir l'autorité maritime compétente dans un délai d'1 an à partir de la survenue de l'événement qui l'a amené à abandonner le navire. Et donc, l'administration dispose de 3 mois pour réagir. Et après le délai de 3 mois, le propriétaire de l'épave dispose d'1 an pour procéder à son enlèvement. Et au cas où il n'arrivait pas à faire l'enlèvement dans ce délai d'1 an, dans ce cas, le Code de la marine marchande prévoit que cette épave devient la propriété de l'État. Cette démarche des 2 entités de la marine marchande togolaise se justifie. L'ambition du chef de l'État est de faire du Togo un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre. Il faudrait que les projets économiques planifiés par le gouvernement se réalisent pour le meilleur des populations togolaises. Et donc, pour le développement des activités maritimes et portuaires, il y a lieu de procéder à un assainissement du secteur. Armateurs, sociétés de consignation, opérateurs économiques et propriétaires de navires et embarcations sont appelés à se manifester dans le délai requis sous peine de tomber sous le coup de la procédure prescrite par le Code de la marine marchande. Ce rendez-vous à présent qui annonce les couleurs d'une couverture de sécurité sociale dans le secteur informel dans notre pays. Demain 25 février, les syndicats des travailleurs informels vont rencontrer la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et ses partenaires pour échanger autour du projet. La rencontre de demain sera une ultime étape dans la concrétisation de cet ambitieux projet dont les réflexions ont débuté il y a 4 ans. Les précisions avec Ekoui Salah. Dans les marchés, dans les bars-restaurants ou encore dans les champs, plus de 3 millions de Togolais, dont 52,7% de femmes, travaillent dans le secteur informel selon le Bureau international du travail. L'économie informelle pèse environ 30% du PIB, mais ses tenants ne bénéficient quasiment pas de couverture sociale adéquate. Le gouvernement et ses partenaires se sont engagés à équilibrer la balance. À travers la Caisse nationale de sécurité sociale, le président de la République a donné son aval pour l'extension de la couverture de sécurité sociale aux travailleurs informels. Le processus a été enclenché il y a 4 ans sous la haute supervision du directeur général de la Caisse, Ingrid Awade. L'institution dispose aujourd'hui d'une cartographie des acteurs informels après un travail scientifique mené au cours de l'année 2018 à travers tout le pays. En 2019, la Caisse nationale de sécurité sociale a effectué une tournée dans les différentes régions du Togo. Objectif: échanger avec les acteurs du secteur informel, recueillir leurs avis et propositions sur le type de couverture de sécurité sociale à leur offrir. À l'issue de cette consultation nationale, les travailleurs de l'économie informelle ont porté leur choix sur la garantie de vieillesse. La CNSS et ses partenaires ont travaillé sur cette option tout au long de l'année 2020. Une rencontre est prévue pour ce 25 février 2021 en vue de trouver des voies et moyens pour amener la cible à adhérer à l'initiative. Autour des ministres du Travail et de l'accès universel aux soins et du directeur général de la CNSS sont attendus des partenaires, notamment l'Union européenne et le Bureau international du travail, le patronat et les syndicats du secteur informel. La rencontre devra leur permettre de définir des stratégies pour rendre opérationnelle la couverture sécurité sociale voulue par les acteurs informels, mais également de s'accorder sur les procédures en vue de garantir la viabilité et le développement du régime. L'extension de la couverture sécurité sociale aux acteurs de l'économie informelle s'inscrit dans la vision du président de la République, celle de garantir une couverture santé pour tous les Togolais d'ici à 2030. Et lentement mais sûrement, le pays fait le pas pour la concrétisation de cette ambition.
Je vous le disais en titre, la deuxième édition du colloque international littérature et paix de l'Université de Lomé s'est ouverte ce mercredi à Lomé et ce pour 3 jours. Elle est consacrée à la justice créatrice, les droits humains et la responsabilité sociale. Des moments pour des universitaires et experts de tabler sur les questions de paix, d'explorer des pistes devant concourir au maintien de la paix dans les États africains. Voyons cela avec Augustin Kossi. Les questions de justice, des droits humains et de paix préoccupent de plus en plus les sociétés africaines. Des sujets qui interpellent aussi le monde universitaire. La deuxième édition du colloque international littérature et paix s'ouvre sur la problématique justice créatrice, droits humains et responsabilité sociale au service de la paix. Le contexte de l'organisation de ce colloque s'appuie sur l'existant. L'existant, c'est les relations humaines. L'existant, c'est comment les gens se regardent. L'existant, c'est ce qu'il faut entretenir. L'existant, c'est à partir de ce que nous voyons, nous vivons, nous constatons, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir la paix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer les conditions qui enrichissent les expériences des uns et des autres? Pour débattre du sujet et apporter des approches de solutions à la préservation de la paix, des enseignants venus d'Afrique et d'autres continents, mais aussi des experts du monde du travail. Ils vont jeter un regard sur la justice, des droits humains et la responsabilité dans le maintien de la paix. L'université étant le berceau de la recherche, composée d'enseignants-chercheurs, il est de bon ton que nous maintenons ce processus, que les chercheurs s'approprient la notion et cherchent toujours à fouiller, refouiller pour donner les outils nécessaires à l'État togolais, à nos communautés, pour donc faire asseoir la paix dans nos pays, paix sans laquelle le développement n'est pas possible du tout. Le thème choisi pour le colloque est parfaitement en phase avec la feuille de route du gouvernement, notamment l'axe 1 qui dit qu'il faut renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. Nous sommes convaincus que les résultats qui vont découler des réflexions, des discussions des participants contribueront de manière significative aux différents efforts de développement. Ce deuxième colloque international a donc pour vocation d'examiner et de suggérer aux décideurs des fondamentaux de justice, de droits humains et de responsabilité pour une paix véritable et durable. La paix est une condition sociale désirée et recherchée par tous. C'est une question qui préoccupe toutes les nations. Et en Afrique, le maintien de la paix et la cohésion sociale fait partie du quotidien. Mais la grande interrogation demeure, comment garantir la paix à partir des réalités africaines? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Augustin Kossi. Peut-elle puiser de ses ressources et de ses richesses pour construire une paix durable? La problématique semble préoccupante dans un contexte où règne en maître l'intolérance, le radicalisme et l'injustice. Les experts en la matière évoquent plutôt l'harmonie, la liberté et la justice comme des ingrédients de la paix. Et la dynamique socio-culturelle africaine y a un rôle à jouer. Il faut que nous sachions désormais puiser de nos ressources et de nos richesses pour construire la paix et ne pas attendre, n'est-ce pas, toujours les canaux extérieurs ou les canaux qui ne sont pas conformes à nos sociétés pour construire la paix. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de droit et surtout s'il n'y a pas de droits humains. Et la paix conçue comme une certaine harmonie, une certaine tranquillité sociale découle du fait que les gens se sentent à l'aise parce qu'ils sont respectés et eux aussi ils respectent les autres. Ils participent, n'est-ce pas, à la construction socio-juridique de leur société, donc ils s'y retrouvent.
Ce sont donc des notions intrinsèquement liées. Liberté et responsabilité ne doivent pas être dissociées. C'est très important. Les deux sont l'éthique même, n'est-ce pas, de la paix. Et cette éthique de la paix qui veut que si je suis libre, je suis en même temps responsable de moi-même et des autres. Et que leur vivre ensemble, leur vivre heureux et leur tranquillité dépend aussi de moi, ma manière de vivre. Et donc, je dois être responsable quand je fais mes choix et quand je pose mes actes. Et c'est en ce sens que moi-même, je me sentirai en paix et que je contribuerai à ce que l'autre et partant toute la communauté soit en paix. Il n'y a alors pas de liberté sans responsabilité et le respect des droits humains participe au maintien de la paix. C'est quoi le respect des droits humains? C'est tout simplement le fait de considérer que l'autre, n'est-ce pas, est un être comme moi. Il a les mêmes prérogatives, il a le même droit de vie que moi. Et par conséquent, c'est en respectant ce droit de vie que je contribue à son vivre ensemble et en même temps je contribue à mon vivre ensemble. La justice conciliatrice voudrait dire que si on fait des torts à quelqu'un, que ce tort-là, la justice répare ce tort, mais en envisageant, n'est-ce pas, en ultime, le vivre ensemble harmonieux. De telle sorte que même donc, celui qui peut être désigné comme celui qui doit réparer le tort comprenne et adhère, soit participant à cette réparation des torts. Et quand la justice devient réparatrice des torts et préventrice des conflits, un changement de comportement s'impose pour que le respect des droits humains et la responsabilité sociale fassent partie du quotidien de tous. Et alors qu'on notait une légère baisse des contaminations au coronavirus la semaine dernière, la courbe est encore montée cette semaine. Des foyers de contamination ont été détectés dans une école à Sokodé et dans une société à Nangbeto. La coordination nationale de riposte a porté à la connaissance des journalistes cet après-midi les mesures prises pour éteindre ces différents foyers. Le compte rendu avec Dodo Waré. La situation sanitaire est de plus en plus préoccupante. La barre des contaminations est encore montée à 100 cette semaine. Le service de réanimation est presque plein. Les écoles et quelques sociétés sont les principales sources d'infection. Nous avons eu 377 cas positifs la semaine dernière. Cette semaine, nous sommes passés à 513. À Sokodé, dans la préfecture de Tchaoudjo, il y a eu plus de 25 cas cumulés dans une seule école. Dans la préfecture de Logou, nous avons noté une vingtaine de cas en moins de 3 jours dans une société à Nangbeto. Cette société sera fermée pour 15 jours. Donc, les sociétés, les écoles doivent faire respecter les mesures barrières pour qu'on puisse continuer par mieux lutter contre cette pandémie. Quelques personnes ont été également testées positives à Sim-Togo et la coordination traque les cas contacts avant d'envisager s'il faut fermer ou non l'usine cimentière. Autre élément qui amplifie les contaminations, la mauvaise gestion des hospitalisations à domicile. Quand on demande à quelqu'un qui est hospitalisé à domicile de rester à la maison, la personne ne reste pas. D'autant plus que si la personne est asymptomatique, la personne se dit qu'elle n'a rien, elle sort. Or, la personne en sortant contamine les autres, alors qu'ils devaient rester dans leur maison jusqu'à la guérison. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé, dans les préfectures, de ne plus autoriser les hospitalisations à domicile pour permettre de diminuer le nombre de cas dans ces préfectures. Nous allons repasser par le biais de sensibilisation pour que la population comprenne, quand on dit hospitalisation à domicile, c'est qu'il faut rester vraiment à la maison
pendant les 10 ou les 14 jours, sans sortir. D'ici au plus de semaines, les premières doses de vaccins seront au Togo. La commande du vaccin Sputnik est également lancée et la première cible est le personnel soignant. Nous aurons bientôt quelques doses de vaccins pour commencer par vacciner le personnel de santé. Et peut-être après cela, d'autres doses vont arriver pour entamer pour le reste de la population. L'objectif, c'est de vacciner 60% de la population. Mais en fonction des doses maintenant, des priorités seront définies. J'appelle à tout le monde de se mobiliser pour que cette vaccination réussisse dans notre pays, comme ça a démarré dans les autres pays, et que nous arrivons ensemble à vaincre cette pandémie. Même si les vaccins constituent une lueur d'espoir, le retour à la vie normale repose entre les mains des Togolais. Le respect des mesures et restrictions sanitaires reste capital. Et à ce jour du mercredi 24 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 6 548. 82 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 5 447. 59 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1019 et le nombre de décès est de 82. On enregistre un nouveau décès, malheureusement, depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. C'est le dernier contingent togolais de la mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. Et une partie du dit contingent a regagné le bercail ce jour, après 18 mois marqués par des actions de protection des biens et des personnes sur le sol soudanais. Le bataillon togolais a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Gnassingbé Yadima par le colonel Baramna Barabou au nom du ministre en charge de la sécurité. Issa Karona et Ekwesala pour le compte rendu. À bord de ce vol, 74 éléments de la 9e unité de police constituée du contingent togolais. Ils reviennent du Soudan, où ils étaient déployés depuis août 2019 dans le cadre de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix au Darfour. Notre mission essentiellement consistait à la protection des civils, à la protection du personnel et du matériel de l'ONU. Donc la protection des civils a consisté à des différentes patrouilles pédestres comme motorisées et à la surveillance des installations et au gaz statique. Vous savez, le climat là-bas est vraiment aride, donc on a fait face à ça avec des vents violents. Nous avons fait face aussi aux conditions des routes qui sont mauvaises. Ça a été un peu pénible, mais par le soutien de nos chefs ici à Lomé, par leurs différentes lettres, par leurs différentes actions, nous avons su surmonter ces moments et aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir accompli la tâche pour laquelle nous avons été déployés là-bas. Nous tenons à les remercier, à leur dire un grand merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et pour tout ce qu'ils feront toujours pour nous. Ils ont été accueillis à leur arrivée sur le sol togolais par une délégation du ministère en charge de la sécurité. Ici, la délégation leur transmet les félicitations et encouragements de la hiérarchie. Le reste des éléments du contingent est attendu ce 25 février 2021. Leur retour marque définitivement la fin de cette mission onusienne créée depuis 2007 pour ramener la paix dans cette zone de l'Ouest Soudan. Selon les résultats provisoires de la CENI nigérienne, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, arrive en tête du second tour de la présidentielle de dimanche dernier avec 55,75% des voix. Et une mission de l'Organisation de la francophonie, une mission d'information et de contact, donc conduite par la présidente de l'Assemblée nationale togolaise, Yawadi Bori Tiegan, a donné son appréciation de ce second tour du scrutin présidentiel nigérien. Et selon la mission a salué l'organisation de cette élection qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Les détails avec Prudence Zinsou. La mission d'information et de contact de l'Organisation internationale de la francophonie déployée dans le pays, ainsi que les missions d'observation électorale de la CEDEAO et de l'Union africaine, donnent leur appréciation du processus électoral dans son ensemble. Après les observations dans plusieurs bureaux de vote,
elles se disent satisfaites de la bonne tenue de ce scrutin. La MIC, mission d'information et de contact de la francophonie, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Tchegan, a aussi rendu public son point de vue du processus. La MIC salue les autorités nigériennes et les autorités électorales pour avoir organisé ces élections dans la transparence et l'inclusivité et dans un contexte particulièrement difficile, tant sur le plan de la sécurité que de la pandémie que nous vivons. Elle exhorte l'ensemble des partis politiques, la société civile ainsi que les institutions concernées à maintenir l'inclusivité et la transparence jusqu'au terme du processus électoral. Après avoir déploré l'incident malheureux survenu le jour du scrutin à Dagol dans la région de Tillabéri, dans lequel des agents de la CENI ont perdu la vie, la MIC a présenté ses sincères condoléances au peuple nigérien ainsi qu'aux familles des victimes. La mission d'information et de contact de l'OIF a en outre remercié la population nigérienne pour l'accueil excellent qui lui a été réservé, ainsi que les autorités nationales qui ont facilité son déploiement et son travail sur le terrain. Moi, c'est... Et je vous propose à présent de suivre donc l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi donc le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Jacques Lémou de la radio Auréole. Peut-on au mieux comprendre les véritables mobiles qui ont poussé le gouvernement à procéder aussitôt à la modification du Code du travail? Les récents remous constatés dans le monde syndical constitueraient-ils une des sources concernant cette modification additionnelle? Je vous remercie pour votre question. Vous savez, le 29 décembre dernier, notre pays s'est doté d'un nouveau Code du travail. L'Assemblée nationale a voté la loi portant Code du travail et les observateurs étaient unanimes pour indiquer que ce Code du travail projetait des avancées notables, permettait de proposer un marché du travail moderne dans notre pays. Mais à la relecture des dispositions de ce Code du travail, il s'est posé un certain nombre de questions. Ces questions étaient relatives à certains points qui n'étaient pas véritablement éclaircis. Donc il fallait, avant même d'aller plus loin, c'est-à-dire avant la fin du processus, compléter le dispositif qui existait, notamment relativement aux questions syndicales et aux droits de grève. Alors, la question syndicale, effectivement, a été au cœur de l'actualité dans notre pays et cette actualité a justifié cette relecture en vue d'apporter des modifications additionnelles, puisque le texte en lui-même permettait une application immédiate. Mais attention, on s'est heurté à des incompréhensions qui imposaient tout simplement d'apporter quelques éléments afin de clarifier des points qui pouvaient paraître sombres aux uns et aux autres. Abbas Issaka, du journal Le Mania Libéré. Je voudrais savoir pourquoi c'est maintenant que le gouvernement cherche à réorganiser le cadre juridique des syndicats. Est-ce à dire que les autres cadres ne sont pas efficaces? Merci. Le cadre juridique des syndicats existait déjà. Vous savez, nous avions un code du travail qui a fait ses preuves et de façon générale, l'on s'est mis d'accord sur l'exigence d'une relecture de notre cadre général du travail, ce qui a motivé, n'est-ce pas, la loi portant Code du travail. Donc à partir du moment où la loi portant Code du travail a été modifiée, les dispositions concernant les syndicats en particulier ont également été modifiées. Et il faut savoir qu'il y a une confusion qui existe et qui mérite aujourd'hui d'être aplanie. Les syndicats ont pendant longtemps été confondus à des associations, alors que dans la réalité des faits, un syndicat, même s'il peut avoir la forme d'une association, n'est pas une association. Donc il importait de clarifier ces points-là afin que la question syndicale, l'exercice même de la liberté syndicale se fasse dans un cadre clair, accessible et précis pour tous les acteurs.
Merci, monsieur le ministre. Moi, c'est Neftali Messon-Ledi, Togo Business News et Financial Afrique. Est-ce que des organisations syndicales ont été associées à ce processus de modification additive? Si oui, quelles sont ces organisations? Merci. Depuis le processus d'élaboration des textes de loi dans notre pays, depuis quelques années, a pris la forme participative. Et le Code du travail en lui-même n'a pas échappé à ce processus-là. Le Code du travail adopté le 29 décembre dernier a été rédigé de façon participative en mobilisant toutes les énergies, qu'elles soient du côté du gouvernement, du côté des syndicats et des autres acteurs qui pourraient y avoir un intérêt. Alors, la relecture qui est proposée aujourd'hui ne concerne que des éléments de précision. Et ces éléments de précision ont d'abord été soumis au Conseil des ministres et le processus va suivre son cours. Et lors de ce processus-là, évidemment, les organisations syndicales et d'autres acteurs pourraient être consultés afin éventuellement d'apporter leur contribution à ce texte. Pourriez-vous nous dire une ou deux modifications pertinentes de ce processus? Alors aujourd'hui, pour créer un syndicat, il faut déjà être en exercice. Très simplement. Alors, on a vécu des situations particulières où des salariés de notre pays qui étaient à la retraite ou qui étaient licenciés étaient patrons de syndicats. Donc il n'y a pas de cohérence à ce que quelqu'un qui n'est pas en activité puisse diriger un syndicat. L'on peut évidemment soutenir que quelqu'un qui n'est plus en activité n'a plus d'intérêt direct dans l'entreprise pour pouvoir exercer une activité syndicale. Vous savez, les syndicats ont pour objectif de défendre les droits des salariés, de promouvoir et de faciliter évidemment la progression de ces salariés. Une modification pertinente peut être celle-là. Une autre modification qui est peut-être en phase avec notre réalité actuelle, c'est la transparence que la gestion d'un syndicat doit avoir. Aujourd'hui, les rapports financiers des syndicats ne sont pas toujours mis à disposition de l'autorité gouvernementale. Or, dans un contexte où les situations de blanchiment ou les situations même de financement occulte peuvent être légion, il est important que ces clarifications-là puissent être réalisées. Peut-être ajouter un dernier élément, vous savez, si vous devez créer un syndicat, il vous faut un casier judiciaire vierge, par exemple, parce qu'on ne peut pas entendre qu'une personne ayant fait l'objet de condamnation puisse créer et diriger des syndicats. Donc, il y a quelques dispositions pertinentes comme celle-là qui permettent véritablement de clarifier le cadre d'exercice de la liberté syndicale et permet aux acteurs de savoir à quoi véritablement s'en tenir lorsqu'ils s'engagent dans la voie syndicale. Monsieur le ministre, est-ce que les gens ne vont pas crier à l'étouffement des libertés syndicales? Alors, je ne pense pas que cette clarification puisse être interprétée comme étant un moyen d'étouffer les libertés syndicales. La clarification permet d'ailleurs de rappeler un principe fondamental dans notre pays, qui est consacré dans notre Constitution, c'est la liberté syndicale. La liberté syndicale est rappelée et elle n'est pas négociable. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de donner un cadre qui évite des discussions inutiles. Il y avait beaucoup de non-dits dans le texte, beaucoup de zones d'ombre. Ces zones d'ombre sont tout simplement clarifiées afin que l'exercice de la liberté syndicale puisse se faire dans les règles de l'art. Qui concerne les substances nocives et dangereuses. Alors, je voudrais savoir quelle est la pertinence même de la ratification de la Convention SNPD pour les parties prenantes d'abord et pour le Togo en particulier. Vous savez, les conventions internationales, pour pouvoir entrer en vigueur, ont besoin, dans la plupart des cas, d'un certain nombre de ratifications, c'est-à-dire pour les États, l'intégration, l'internalisation des dispositions contenues dans ces conventions internationales. Cette convention en particulier nous intéresse beaucoup, tout simplement parce que, depuis le début de l'année,
le gouvernement togolais a mis un accent sur la protection de son littoral, sur le développement de son littoral. Et cette convention vient protéger les citoyens qui habitent sur le littoral et même au-delà. Alors, quelle est la substance de cette convention? Aujourd'hui, vous savez, il se déroule en mer un certain nombre d'activités. Je peux citer un exemple, la question du transbordement, qui soit dit en passant, est une activité légale. Elle consiste, entre autres, pour un navire, un tanker plus grand, de répartir sa cargaison sur des navires plus petits afin que ceux-ci puissent desservir des ports. Et ce transbordement peut concerner des matières potentiellement dangereuses. On va prendre un exemple très simple, des hydrocarbures. Lors de cette activité, il peut y avoir des accidents. Si cette substance se déverse dans la mer, elle peut créer une catastrophe écologique. Et vous savez bien que lorsqu'il y a des catastrophes de telle ampleur, des questions d'indemnisation peuvent se poser. Et les montants en jeu sont des montants très importants qui peuvent parfois être difficilement supportables par une seule personne. Donc cette convention impose à certains acteurs une assurance. Et en plus de cette assurance, cette convention crée un fonds. Ce qui veut dire qu'en cas d'accident, non seulement l'assurance pourra être mise en jeu, une assurance qui est complète et qui est également activable au plan international, non seulement l'assurance va être activée, mais il y aura aussi la mise en mouvement du fonds pour venir compléter éventuellement les indemnisations. Donc une convention qui nous permet de nous prémunir, de protéger nos populations dans l'éventualité de la survenance d'un accident de ce type. Ok, merci. Cette convention, elle existe depuis 1996 avant d'être modifiée en 2010. Pourquoi c'est en 2021 que le trouve opportun de la ratifier? Alors, le délai qui peut exister entre la signature d'une convention et sa ratification peut être dû tout simplement à des lourdeurs protocolaires et également, il faut d'abord, pour nous autres États, identifier le bien fondé pour nous à adhérer à une telle initiative. Donc, ce processus peut prendre beaucoup de temps. C'est véritablement classique dans ce cas de figure. Quels sont les produits nocifs et dangereux qui sont concernés? Merci. Alors, la liste des produits nocifs et potentiellement dangereux est une liste qui est normalisée. C'est-à-dire qu'on a là aussi une convention qui identifie les produits que l'on peut qualifier de nocifs et de potentiellement dangereux. Alors, la liste est très longue. Je vais vous éviter un inventaire à la Prévert, mais on peut citer très rapidement les hydrocarbures, on le sait, le gaz liquéfié, par exemple. Si on prend la catastrophe libanaise, où il a été stocké des nitrates qui permettent de fabriquer des engrais, donc on a une liste qui est assez longue, diversifiée, qui peut concerner beaucoup de produits. Et monsieur le ministre, je reviens sur la seconde communication relative au lancement officiel le 26 février prochain des travaux de forage du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions de la Kara et des Savanes. Est-ce que ce projet va continuer par et s'étendre aux autres localités également? Le projet PASCO 2, qui va être lancé le 26, donc vendredi prochain, est une suite d'un projet qui a existé. Alors avant même d'arriver là, il faut savoir qu'ici, nous sommes véritablement face à une problématique qui est nationale et qui est au cœur de la feuille de route gouvernementale. Donc aujourd'hui, un certain nombre de projets est mis en œuvre, dont PASCO 2 qui va être lancé après-demain. Alors PASCO 2 est la suite d'un premier projet qui s'appelait déjà PASCO 1, qui a concerné la région des Savanes et qui a permis l'implantation de 354 forages. Et PASCO 2 va permettre d'installer maintenant dans la région des Savanes et la région de la Kara 400 forages et réhabiliter 200 forages. Mais comme vous le soulignez tout à l'heure, ces projets vont permettre d'abord d'atteindre les zones rurales, d'atteindre également le milieu scolaire et les centres médicaux sociaux.
Ces régions ne sont pas les seules qui sont concernées par les différents projets. On a également dans la région centrale et la région des plateaux un certain nombre de projets qui ont été mis en mouvement. Le projet d'hydraulique villageoise qui a été développé par le Fonds saoudien a permis la mise en place de mini-adductions d'eau potable dans la région centrale et la région des plateaux. Dans la région maritime, il a également été mis en place sur un projet chinois près de 600 forages. Et un projet qui vient d'atteindre son point d'achèvement, le BID 3, clôturé l'an dernier, pour la région maritime et plateau, a permis également de doter ces régions-là d'eau potable. Et si on prend Lomé et ses périphéries, la TDE bénéficie actuellement de renforcement dans l'approvisionnement d'eau potable dans la ville de Lomé avec la construction d'un certain nombre de châteaux d'eau. Donc au total, pour vous dire qu'il y a un maillage du territoire en termes d'accessibilité pour l'eau potable pour nos régions, les régions rurales en particulier, et aussi insister sur le fait que les différents projets qui sont lancés sont accompagnés d'un processus de suivi-évaluation. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, lors du dernier Conseil des ministres, il a été renforcé les mécanismes, n'est-ce pas, de PIP, d'accord, les programmes d'investissement public, qui permettent un suivi assez fin des projets qui sont déployés. Donc aujourd'hui, on peut se rassurer sur ce que ces différents projets, à terme, seront exécutés. Quelle est la garantie pour que ces projets soient exécutés dans les délais? Alors, la garantie pour que ces projets soient exécutés dans les délais tient à la feuille de route. Vous savez, chaque ministère a désormais une feuille de route qui constitue un cahier de charges. Donc, l'exigence de la redevabilité impose que, à terme, l'on puisse vérifier si les uns et les autres ont effectué les missions qui leur sont assignées. Alors évidemment, il ne faut pas exclure des difficultés ou des goulots d'étranglement dans l'exécution des projets. On les intègre, mais l'objectif, c'est quand même d'exécuter pleinement ces projets. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.